Après 5 saisons et 6 années d'existence, l'anime de My Hero Academia a su marquer de son empreinte la Japanimation pour nous proposer une histoire et des personnages captivants. Certes, la série a encore de beaux jours devant elle puisque le manga n'est toujours pas terminé. Néanmoins, l'anime comporte déjà un sacré lot d'épisodes incroyables, tous autant émouvants qu'impactants. C'est pourquoi, aujourd'hui, après avoir fait un tour du côté de Naruto et de One Piece, il était temps de s'attarder sur mes 7 épisodes préférés de My Hero Academia. Alors, cette fois-ci, la sélection a été plus simple puisque l'anime est plus court, néanmoins, j'avais quand même envie de faire quelque chose d'un peu différent sur ce coup-là. En effet, à chaque fois, je vous demande votre épisode préféré en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire cette fois-ci également. Cependant, pour cette vidéo, vous allez pouvoir élire et donc choisir quel est selon vous le meilleur épisode de My Hero Academia. Pour ça, c'est très simple, vous retrouverez en description un site web sur lequel vous allez pouvoir voter. Il vous suffit juste de choisir la saison et l'épisode de votre choix pour participer, et quant au résultat, je l'annoncerai plus tard sur mon compte Twitter @TheMangaFactory ainsi que sur le site en question, donc restez attentifs. Bref, j'espère que ce genre de petit sondage vous plaît, et par ailleurs si la création de ce site a été possible, c'est grâce à Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui possède également un web builder, autrement dit une application vous permettant de créer un site web très facilement. En soi, c'est pas le seul qui existe dans ce domaine, mais sa force c'est déjà d'avoir une version open source, mais surtout c'est de vous offrir l'accès à différents services, de la page web classique jusqu'au blog en passant par l'e-commerce. Et quand je dis offrir, c'est littéralement le cas, puisque chez Odoo, la première application est gratuite. Pour vous la faire courte, si vous décidez de faire un site dans ce style, l'hébergement vous est offert à vie, et pour un nom de domaine personnalisé, c'est pareil pour une durée d'1 an. Cependant, la plus grande force d'Odoo reste son web builder lui-même. Oubliez les lignes de code interminables, les différents langages de programmation, la création de design, la difficulté du référencement et tant d'autres problématiques, puisque ici, tout vous est simplifié. Grâce à son système de drag and drop, vous pouvez aisément modifier chaque partie de votre site, que ce soit le texte, les images, les animations, les transitions, bref, c'est du jamais vu. Par ailleurs, vous avez accès à de grandes bibliothèques de blocs que vous pouvez également drag and dropper puis modifier, mais également à plein de templates de sites différents pour vous permettre de réaliser le site de vos rêves. Bref, si ça vous intéresse, je vous conseille grandement d'y faire un tour via le lien en description, surtout que, comme je l'ai dit, c'est gratuit et qu'en plus de ça, c'est une solution en pleine extension et belge, soit francophone, donc ça vaut plus que jamais le détour. On attaque en douceur avec un épisode dont beaucoup attendaient l'adaptation et que j'apprécie énormément du fait qu'il est à mes yeux caractéristique d'une grosse qualité de My Hero Academia. En effet, c'est un des rares animés comportant autant de personnages secondaires importants, et pourtant tous ont le droit à leur moment sur le devant de la scène, et cette fois-ci, dans le cas de Kirishima, il a brillé plus que jamais. Alors, pour rappel, on avait déjà assisté à son évolution dans un épisode précédent, mais cette fois-ci, la tâche va s'avérer plus difficile, puisqu'en voulant sauver Aizawa aka Eraserhead, Fatgum et lui se retrouvent emportés dans une salle à part où les attendent 2 des 8 manipulables. Et autant vous dire qu'ils sont vraiment pas là pour rigoler. Tandis que le combat débute à peine, Kirishima se fait rapidement mettre au tapis par son adversaire, qui lui fait comprendre en un seul coup sa supériorité. Bref, c'est la merde, mais surtout ce choc va réveiller chez notre jeune ami sa peur intense du danger, l'amenant à se retrouver totalement paralysé. Clairement, c'est terrible, mais sur le moment, c'est pas lui qui prend le plus cher. Parce que ouais, de son côté, Fatgum se retrouve désormais seul face à Rappa, qui le bombarde littéralement de coups, à un tel point que son corps et son esprit commencent à lâcher. Ainsi, on assiste désormais à un combat d'endurance entre la lance et le bouclier, tandis que de son côté, celui que l'on nomme Red Riot assiste à ce triste spectacle sans pouvoir bouger, avant de finalement replonger dans ses souvenirs. Bon, c'est un premier point intéressant puisque, à cet instant précis, l'anime décide de s'écarter du rythme du manga. Normalement, dans la trame originale, le flashback apparaît à la fin du combat, sauf qu'ici, ça se déroule en plein milieu de ce dernier, et c'est, je trouve, bien plus intelligent. En effet, au cours de ce dit flashback, on découvre que, depuis jeune, Kirishima souffre de cette paralysie face au danger. Si bien qu'avant de rentrer à UA, il s'était fait la promesse, à l'instar de son idole, de ne jamais reculer, qu'importe le danger et la peur. Et justement, dans l'anime, c'est en se rappelant de ça qu'il trouve la force de se relever et de faire face, ce qui est quand même plus stylé. Bref, tandis que Fatgum est à bout et sur le point de se faire éclater, Kirishima revient à la charge, s'interposant une dernière fois, permettant ainsi à son mentor de charger son ultime attaque pour abattre une bonne fois pour toutes leur adversaire.
Bon, vous l'avez compris, l'épisode est une totale réussite grâce à sa mise en scène qui vient sublimer l'action originale, mais aussi grâce à cette animation de haut vol auquel a notamment participé le divin Kuki Fujimoto qui nous a fait un sacré boulot. On peut aussi évoquer les OST avec cette espèce de mix flûte trap, bref, c'est un régal et le moins qu'on puisse dire c'est que Bones a su parfaitement rendre hommage au personnage qu'est Kirishima et faire en sorte qu'il paraisse encore plus incroyable qu'il ne l'est. On enchaîne avec peut-être mon épisode préféré, ou du moins celui m'ayant le plus marqué, je parle bien évidemment du combat entre All Might et All for One. Alors que les élèves de la seconde A ont réussi à s'échapper, le champ de bataille se retrouve vide, laissant ainsi la place à l'affrontement entre les deux ennemis de toujours. Certes, c'est un combat physique qui s'annonce, mais avant tout un combat psychologique. Tandis que les coups font rage, All for One en profite pour pousser son adversaire à bout et lui faire perdre le contrôle. Puisque, comme l'évoque Gran Torino, lors de leur précédent affrontement, c'était dû à sa propre colère qu'All Might avait reçu une terrible blessure. Et mine de rien, ça nous permet rapidement de comprendre qu'il est vraiment l'antagoniste ultime pour All Might, connaissant sur le bout des doigts sa manière de fonctionner ainsi que le moyen de l'atteindre là où nul autre ne le pourrait. Bref, tandis que Toshinori perd peu à peu ses forces, un hélicoptère retransmet en direct les événements au monde entier, fragilisant encore plus l'image des super-héros dans la société. Donc ouais, autant vous le dire directement, là aussi c'est la merde. Néanmoins, la devise du plus grand des héros reste plus ultra, si bien que jamais il n'abandonnera. Reprenant alors ses forces, All Might continue de se tenir droit et d'arborer son sourire légendaire. Malheureusement, comme je l'ai évoqué plus tôt, All for One s'est blessé là où nul autre ne le pourrait, et va donc en profiter pour lui faire des révélations fracassantes. Déjà, en lui révélant qu'il sait que Midoriya est le nouveau détenteur du One for All, mais surtout que Shigaraki, soit le chef de l'Alliance des super-vilains, est en réalité le petit-fils de Nana Shimura, autrement dit, son ancien maître. Forcément, c'est un coup fatal pour All Might qui voit son sourire s'effacer, comprenant alors l'horreur de la situation, mais aussi la perversion de son ennemi, ayant trouvé l'arme ultime pour l'atteindre. Bref, la situation ne pouvait pas être pire, et tandis que tout espoir semble avoir disparu, les cris d'encouragement d'une jeune femme viennent rappeler au numéro 1 des héros qui il est, et surtout pourquoi il se bat. Utilisant ainsi ses dernières forces, All Might en profite pour ruser son adversaire afin de créer une ouverture dans sa défense et lui asséner un United States of Smash monumental, l'explosant au sol dans un grondement assourdissant. Tandis que le calme refait peu à peu surface, le symbole de la paix se retrouve désormais debout et pour la dernière fois de sa carrière, lève son poing en l'air, marquant la fin du combat ainsi que sa victoire. Qu'on se le dise, c'est vraiment un moment grandiose, marqué par une animation folle, caractérisée par ses lignes quasi brouillonnées, par les changements de couleurs, mais surtout par ce feu immense symbole de sa volonté, ainsi que des liens qui se créent entre les précédents porteurs du One for All et qui accompagnent une dernière fois All Might dans son ultime combat. Bref, je me répète, mais c'est tout bonnement grandiose, et surtout c'est ce genre de moment que l'animé se doit de sublimer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le travail a été fait. La preuve en est que, si on compare avec le manga, pas mal d'éléments ont été rajoutés, à l'instar du lien avec les précédents porteurs du One for All que j'évoquais à l'instant et qui fait plus que sens quand on connaît la suite de l'histoire. Bon, et puis, bien évidemment, le découpage de l'épisode est lui-même très intelligent, puisque se termine par cette scène iconique où All Might s'adresse directement à Midoriya pour lui transmettre le flambeau. Clairement, c'est l'épisode le plus fort en émotion et assurément mon préféré de tout l'animé. On continue avec un autre combat d'All Might qui, certes, reconnaissons-le, fait pâle figure comparé au précédent, mais qui néanmoins reste emblématique. En effet, pour rappel, on est juste sur la fin de la saison 1. Tous les élèves de la seconde A sont inexpérimentés et font face pour la première fois à l'Alliance des super-vilains. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est plus que désespérée. Heureusement, telle la lumière venant chasser les ténèbres, All Might fait son apparition pour venir sauver tout le monde, respectant ainsi l'adage de Naruto, le héros arrive toujours en dernier. Bon, comme à son habitude, son visage revêt un sourire ravageur, néanmoins, son regard, lui, trahit sa rage, et l'on comprend à cet instant que la peur vient de changer de camp. En même temps, vu l'entrée fracassante, tu m'étonnes que ça en calme plus d'un. Bref, très vite, All Might se retrouve à combattre Brainless, mais pas sans difficulté, puisqu'à peine leur affrontement commencé, qu'il se retrouve entravé par son adversaire, qui en profite pour enfoncer ses doigts dans sa blessure, le faisant se tordre de douleur.
Alors c'est vrai que sur le coup ça jette un petit froid, parce que à la base il était quand même venu pour sauver tout le monde, et là il se retrouve plus qu'en galère. Mais bon, heureusement, en parlant de jeter un froid, Bakugo et notamment Shoto lui viennent en aide et réussissent à libérer. Faut reconnaître que c'est un moment plutôt cool, puisque malgré le fait qu'ils soient inexpérimentés, on comprend bien qu'ils ont déjà un sens du combat aiguisé et une parfaite maîtrise de leurs émotions. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, enfin du moins jusqu'à ce qu'on découvre que Brainless possède également un pouvoir de régénération, ce qui semble le rendre invincible. Ouais, là encore, vous avez l'habitude, mais c'est un peu la merde. Cependant, à cet instant, plus que jamais, All Might ne peut plus reculer et doit prouver à ses élèves ainsi qu'à ses adversaires que sa réputation de numéro 1 n'est pas usurpée. Et clairement, quand il s'agit de se montrer sérieux, il fait pas les choses à moitié. Ainsi, All Might commence à frapper son adversaire de toutes ses forces, mais réalise que ce dernier réussit à encaisser ses coups, si bien que dos au mur, il se voit obligé d'aller au-delà de ses limites. Peu à peu, sa vitesse augmente, et la puissance qui émane de ses coups s'intensifie jusqu'au point de prendre le dessus sur son adversaire et l'expulser à travers les cieux au son du plus ultra. Vraiment, quelle merveille. Alors, je sais pas s'il restait du budget en plus pour la fin de la saison ou si c'était prévu depuis le début, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que bordel, ça claque. Par ailleurs, pour ceux ayant l'habitude de regarder uniquement l'animé, je vous conseille vraiment à chaque fois de faire la comparaison avec la scène originale dans le manga. Et dans ce cas précis, vous pourrez admirer avec émerveillement tous les plans ajoutés, le lien établi avec le One for All ou encore la qualité de l'OST en fond qui vient sublimer l'ensemble. Et c'est surtout une bonne leçon pour nous rappeler qu'un animé tiré d'un manga est une adaptation. Autrement dit, il se doit de prendre des libertés avec le découpage de l'action pour rendre ça plus impactant, et c'est chose faite ici. Parce que, à la base, faut pas oublier que une fois libéré de son entrave, le combat il se termine en 4-5 pages. Bref, comme je l'ai dit, c'est un épisode certes moins impressionnant que celui de l'opposant à All for One, néanmoins faut pas oublier que c'était le premier gros combat de l'animé, et qu'en faisant le choix de le sublimer autant, Bones a permis à l'œuvre de rayonner un peu plus dans le monde. C'est vrai que c'est un cas assez particulier puisque l'épisode 23 et 24 forment une sorte de double épisode qu'il est difficile de dissocier. Néanmoins, je pouvais pas prendre les deux, donc j'ai préféré m'orienter vers celui qui nous conte l'histoire et surtout le passé de Tomura Shigaraki. Ainsi, le début de l'épisode nous permet de remettre en perspective tous les événements. Tandis que les membres de l'Alliance des Super-Vilains font face au front de libération, si bien que certains d'entre eux ont fini par libérer leur pouvoir, c'est désormais Shigaraki qui affronte le chef adverse, j'ai nommé requin dans Foot Doré. Et vous savez très bien que j'ai raison. Bref, alors que le combat fait rage entre les deux, Tomura commence à se remémorer petit à petit ses souvenirs d'enfance, si bien qu'il finit par nous plonger avec lui dans l'horreur de son passé. Et bordel, que c'est violent. En fait, le choix de Shigaraki comme ultime antagoniste de l'histoire est quasi parfait, puisque bien qu'il semble être à l'opposé total de Midoriya, on découvre au cours de cet épisode que, finalement, ils ont plus en commun qu'on ne pourrait l'imaginer. Certes, depuis sa première apparition, il dégage quelque chose d'assez perturbant, voire de malsain, mais lorsque l'on comprend que les mains qui composent son costume sont en réalité les mains des membres de sa famille décédée, autant vous dire que ça jette un froid. Mais le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Alors qu'on nous explique qu'il garde sans cesse ses mains sur lui pour ne jamais oublier son traumatisme et la colère liée à ce dernier, on plonge une bonne fois pour toutes dans un flashback où l'on découvre Tenko Shimura, un jeune garçon vivant un quotidien paisible dans un quartier calme, le tout entouré d'une famille aimante. Bref, vous l'avez compris, une vie tout ce qu'il y a de plus banal, et en ce sens, c'est le premier point commun avec l'enfance de Midoriya. Néanmoins, là encore, ça ne s'arrête pas là. En effet, à son époque, et bien que comme des coups, il ne possédait pas encore d'altère, son plus grand rêve était de devenir un super-héros. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Lui, qui avait d'apparence tout pour mener une vie heureuse, souffrait d'une relation difficile avec son père. Et encore, c'est un bien grand mot, puisque malgré ses différends avec ce dernier, il pouvait compter sur le soutien sans faille de sa sœur, grâce à qui il aurait totalement pu réaliser son rêve. Et c'est là un point intéressant dans le développement de Shigaraki. Contrairement à un méchant classique qui serait né dans les pires zones de la société ou qui aurait tout perdu à cause de cette société en question, ici Tenko a lui-même détruit tout ce qui l'entourait. Mais le pire, c'est que la raison est pas si compliquée que ça, puisque comme il l'explique très bien à Rodestro, il n'existe que pour détruire. À partir de là, on assiste impuissant aux souvenirs tragiques de son enfance. Et on le voit peu à peu tuer tous ceux qui l'entourent, avant de finalement sombrer dans la folie la plus totale et d'exécuter de sang-froid son propre père. Donc, ouais, c'est un épisode très sombre et marquant, mais qui pourtant ne dénature pas l'œuvre originale. En effet, comme je l'évoquais plus tôt, ça faisait depuis 5 saisons qu'on attendait d'en savoir plus sur son passé et sur ses réelles déterminations. Si bien qu'en ce sens, l'épisode a su parfaitement retranscrire l'énergie originale de cette scène qui plonge petit à petit My Hero Academia dans une ambiance bien plus funèbre et ténébreuse.
Alors, peut-être que certains me diront que c'est pas l'épisode le plus emblématique de la série. Néanmoins, c'est, je trouve, un moment charnière dans l'histoire et surtout dans la relation entre nos deux protagonistes. En effet, alors que tous deux admirent All Might depuis leur enfance, leur vision du héros a toujours été différente. Tandis que Bakugo l'admirait pour sa capacité à toujours gagner, pour Midoriya, c'était la manière qu'il avait de sauver tout le monde qu'il trouvait remarquable. Néanmoins, suite au combat face à All for One, pas mal de choses se sont retrouvées chamboulées. Déjà, Bakugo a découvert que Deku était le disciple d'All Might, mais surtout, l'ayant vu perdre ses pouvoirs au cours de son combat pour le sauver, il s'est senti plus que jamais responsable. Certes, c'est assez terrible pour lui, mais d'un côté c'est assez émouvant, alors qu'on a l'habitude d'un Kacchan sulfureux et explosif, ici il se livre totalement. Ainsi, voyant son ami dans la détresse mentale la plus totale, Midoriya réalise que s'il veut l'aider à se libérer des chaînes de la culpabilité, il doit faire en sorte que ce dernier vide son sac. Et forcément, le seul langage que connaît Bakugo, c'est celui de la violence, ainsi bien que Deku n'aura pas d'autre choix que de se la coller contre lui une bonne fois pour toutes. L'épisode met donc en parallèle l'affrontement entre les deux élèves et le dévoilement de la psyché de Kacchan. Par ailleurs, il dénote aussi l'évolution de Midoriya qui au cours du combat réalise qu'il peut désormais augmenter sa maîtrise du One for All de 5 à 8%. Certes, ça semble faible dit comme ça, mais pourtant la différence se fait plus que ressentir. Au passage, tant qu'on en est à parler de trucs qui augmentent, déjà je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Mais surtout, je sais pas quel était le budget pour cette saison 3, mais entre l'affrontement contre All for One et celui-là, faut reconnaître que l'animation est tout bonnement folle. Bref, Izuku finit par réussir à prendre son adversaire du jour de vitesse, mais n'ayant pas encore assez d'expérience contrairement à ce dernier, finit par se faire maîtriser, perdant ainsi l'affrontement. Bon, en soi c'est pas surprenant, mais on remarque que l'écart qui était pourtant si énorme entre les deux se resserre de plus en plus et à une vitesse folle. Suite à ça, All Might fait son apparition expliquant qu'il a tout entendu et évoque alors le fait que deux visions existent dans le monde. Celle de vouloir à tout prix gagner et celle de vouloir sauver tout le monde. Si bien que pour Deku et Bakugo, s'ils arrivent à travailler ensemble et donc à combiner ces deux visions, ils deviendront inarrêtables. Donc ouais, c'est un épisode vraiment vital puisque par la suite, All Might va révéler tous les secrets du One for All à Kacchan. Vous en comprendre par la même occasion que ce dernier rejoint désormais le premier cercle des personnages les plus importants de l'histoire, et ainsi qu'il jouera donc sans aucun doute un rôle primordial dans les événements qui vont suivre, même si bon en soi on le savait déjà. Et oui, encore un combat et surtout encore un épisode de la saison 3, mais que voulez-vous, c'est une giga masterclass de A à Z et assurément la meilleure saison de l'anime. Pour rappel, on est en plein milieu de l'arc du camp d'été. Tandis que les élèves s'apprêtaient à participer à une nouvelle épreuve, l'alliance des super vilains a fait son apparition dans l'objectif de capturer Bakugo. Ainsi, l'épisode commence par un petit flashback entre Izuku et Mandale, où cette dernière lui révèle comment les parents de Kota sont décédés, et pourquoi, suite à ça, il s'est mis à détester les héros. D'ailleurs, on peut clairement faire un lien avec Inari dans Naruto qui a connu un développement similaire. Bref, finalement, Kota finit par se retrouver nez à nez avec un super vilain portant une cape, mais lorsque ce dernier dévoile son visage, il réalise qu'il a face à lui le meurtrier de ses parents. Bon, j'avoue que la coïncidence est un peu grosse, néanmoins, ça doit être un sacré traumatisme. Ainsi, alors que le danger est plus que jamais présent, Midoriya réussit à arriver in extremis, sauvant par la même occasion l'enfant, mais détruisant également son téléphone. Si bien que désormais, ne pouvant plus appeler du renfort ni même reculer, il va devoir tout faire pour éliminer seul son adversaire. Et clairement, ça va pas être une mince affaire. En effet, comme le dévoile Musclor, Deku fait partie de la liste des élèves à éliminer, si bien qu'il va se donner à cœur joie de lui tabasser la gueule afin de lui prouver sa supériorité. Néanmoins, lorsqu'il découvre la vérité sur la mort des parents de Kota, il réalise qu'il se doit de se donner à 100% et de risquer sa vie pour tenir sa parole, et ainsi battre son adversaire. C'est pourquoi, à cet instant, il laisse libre cours au One for All et frappe son adversaire de toutes ses forces. Malheureusement, le cauchemar ne fait que commencer. Alors qu'il a pourtant usé de toute la force d'All Might et que son bras se retrouve en lambeaux, Musclor se relève et semble à peine affecté par l'attaque. Et le pire, c'est que, à partir de cet instant, ce dernier se met à se battre sérieusement, si bien que sa vitesse et sa force se retrouvent décuplées. Bref, c'est la giga merde, mais Deku comprend à cet instant que seule la victoire est envisageable, et utilisant cette dernière force, il frappe de plein fouet son adversaire pour tenter de le bloquer. Tandis que ce dernier savoure le moment, Midoriya voit son bras exploser en morceaux et surtout son esprit le quitter. Néanmoins, comme le disait All Might, un véritable héros sait renverser la vapeur dans les situations les plus désespérées. Ainsi, profitant de la diversion de Kota, il reprend connaissance et dans un ultime effort lance un Delaware Detroit Smash à 1 million de %, terrassant totalement Musclor. De son côté, Kota assiste abasourdi à ce spectacle.
ému qu'un simple inconnu et autant risquer sa vie pour lui, si bien qu'en le voyant, il réalise qu'il a face à lui son héros. C'est un épisode que j'aime énormément. C'est vrai qu'en soi, le développement est classique, voire cliché. On a un méchant qui est méchant parce qu'il aime être méchant, on a le lien avec les parents de Kota qui est quand même une sacrée coïncidence, et même le combat de Deku se résume à une sorte de power-up typique des shonen. Néanmoins, comme je l'ai souvent évoqué, faire quelque chose de simple, ça peut s'avérer être sacrément casse-gueule. Heureusement, ici tout est bien géré, que ce soit le découpage, l'animation, l'OST sublime, sans parler du lien avec les précédents porteurs du One for All qui me régalent à chaque fois. Bref, c'est un bonheur rempli d'émotions et surtout ça marque une évolution pour Midoriya qui signe ici son premier combat sérieux en solitaire et rien que pour ça, l'épisode est une masterclass. On termine avec un gigantesque morceau et clairement on ne pouvait pas passer à côté de celui-là tant il est explosif et c'est pas rien de le dire. En soi, l'épisode est assez simple dans sa construction, c'est juste Endeavor et Hawks qui se la collent contre un Brainless de nouvelle génération. Néanmoins, il est plus que fort en symbolique. En effet, tandis que le Brainless en question recherche l'adversaire le plus fort qui soit, Endeavor décide d'endosser son nouveau rôle de numéro 1 et d'utiliser toute sa puissance pour l'anéantir. Néanmoins, son plan va totalement échouer. Alors que son adversaire avait anticipé son coup, ce dernier profite qu'il soit désormais totalement à découvert pour l'attaquer de plein fouet, déchirant son visage et perforant son corps. C'est une scène vraiment terrible, mais penser que le combat puisse s'arrêter là, c'est mal connaître Endeavor. Certes, ce dernier a toujours eu conscience de sa véritable force et de l'écart de niveau avec All Might. Néanmoins, comme l'évoque sa fille, c'est assurément l'homme le plus obstiné qui soit, si bien que tant qu'il sera vivant, il continuera de se battre. C'est pourquoi, tandis que la folie s'empare de la population aux alentours, un jeune fan du nouveau numéro 1 accable les journalistes de vouloir sans cesse critiquer les héros, alors que pourtant, eux se battent toujours au péril de leur vie. C'est ainsi qu'Endeavor fait son retour. Bien qu'une partie de son corps soit paralysée, il continue de se tenir debout, porté par la haine qu'il ressent envers son adversaire. Et tandis que Hawks lui vient en aide en lui prêtant ses plumes, le numéro 1 des héros se retrouve désormais à parcourir les cieux pour en découdre une bonne fois pour toutes. Bon, la suite, vous la connaissez, on comprend peu à peu que la mentalité d'Endeavor commence à changer. Lui qui jusque-là ne jugeait que par la force réalise que ce n'est pas suffisant pour devenir le symbole de la paix. Ainsi, outrepassant ses limites au son du plus ultra, il lance le Providence Burn le plus puissant de sa carrière, anéantissant totalement son adversaire. Comme j'ai dit au début, c'est un épisode lourd en symbolique, mais pas que, puisqu'il marque littéralement un changement dans l'histoire et dans la société de My Hero Academia. Désormais, Endeavor va jouer un rôle plus que central. Lui, qui jusque-là était présenté comme un anti-héros antipathique aux méthodes détestables, semble s'engager sur une voie plus noble qui sera bénéfique au monde entier. Si bien que grâce à lui, le symbole de la paix ne s'essoufflera pas d'aussitôt. Alors, dans les précédentes parties, je vous parlais de la comparaison avec le manga, et il faut reconnaître que sur ce coup-là, peu d'éléments ont été changés. Certes, l'action a été un peu plus allongée, ce qui permet un découpage plus précis ainsi qu'une montée de la pression crescendo, si bien que le travail du studio s'est surtout focalisé sur l'animation qui se voulait la plus explosive possible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la promesse a été tenue et surtout qu'il n'y avait sûrement pas de meilleure façon pour clore cette saison 4. Bref, on a fait le tour pour ces 7 meilleurs épisodes de My Hero Academia, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager en commentaire votre épisode préféré de l'animé. N'oubliez pas également de vous rendre en description sur le site fait à l'occasion de cette vidéo pour élire le meilleur épisode de My Hero Academia, je compte sur vous. Je remercie énormément Odoo qui a sponsorisé cette vidéo et qui m'a permis de réaliser ce sondage, vous retrouverez un lien en description si jamais ça vous intéresse. Sur ce, c'était Aniki, je vous dis donc rendez-vous dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo afin de continuer à parler d'animé et de manga. Ciao.